Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur comment durcir votre firewall contre les attaques par brute force. Je m'appelle Jérémy Schramm, je suis ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Je connais déjà un certain nombre d'entre vous, quelques inconnus. J'imagine que vous m'entendez bien, le vumètre s'agite, donc ça devrait aller, si vous pouvez me le confirmer dans le panneau des questions. Je vais essayer de tenir en 1 heure, hein, mais comme d'habitude, je suis un peu bavard, donc je ne garantis pas, mais normalement, on finira ce soir. Merci pour la confirmation. Vous avez le panneau des questions qui est disponible. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alexandre Arnaud n'est pas là aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un vers qui vous pourrez vous tourner après coup s'il restait des questions. Ce webinaire a vocation à être plutôt technique, donc je vais faire un petit peu de PowerPoint parce qu'il en faut, mais on va passer sur des firewalls, on va essayer de voir des logs, faire des choses comme ça. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Il y aura un replay de cette vidéo qui sera disponible. Il y aura un email de suivi. Il n'y aura pas la présentation dedans, puisque la présentation ne sert globalement à rien. C'est du PowerPoint ici sans valeur. Et pas en avance, c'est parti. Donc, pourquoi durcir votre firewall contre les attaques par brute force? Parce que c'est l'actualité, un petit peu l'actualité de la cybersécurité. Il y avait eu une grosse vague d'attaques sur le deuxième trimestre de l'année 2024. Il y a eu une redite il y a quelques temps, une magnifique hyperrusse qui s'en est pris à beaucoup d'endroits, beaucoup de clients, beaucoup de cibles à travers l'Europe et à travers le monde. Et la même question est revenue tout le temps, mais comment je fais pour traiter ça? Comment est-ce que je fais pour ne pas me faire saturer, me faire déborder, etc., etc., etc. Donc, on va essayer de voir ça, mais en fait, le topic, il est très légèrement différent. En réalité, la vraie discussion, c'est comment durcir votre firewall tout court, si vous me permettez, puisqu'en fait, ce qu'on va avoir là, ça vous protégera, ça améliorera votre protection contre les brutes force. Il n'y a pas de 100%. Hein. L'idée, c'est vraiment de compliquer la tâche de l'attaquant. Et ça protégera contre plein d'autres choses aussi. De façon générale, l'écosystème WatchGuard est là pour vous aider à vous défendre. On va bien entendu parler de firewall. On pourrait parler de endpoint, on pourrait parler de MFA. Le MFA sera un sujet qu'on ne traitera pas aujourd'hui, même si en vrai, si on a un peu de temps, on pourra en discuter un petit peu. On pourrait parler de NDR, on pourrait parler de MDR, et puis dans tous les cas, on va parler de XDR, puisque ThreatSync est une composante qui peut avoir une valeur ajoutée immédiate, même sur un firewall seul. C'est une question qui vient souvent. Est-ce que je peux faire utiliser ThreatSync avec mon firewall seul? Oui, et vous avez même intérêt. Vous pouvez utiliser ThreatSync avec un seul produit. Alors, c'est du XDR dont le X ne signifie plus étendu, mais en vrai, ça vous donne quand même une deuxième cartouche, une deuxième opportunité pour traiter des menaces de la façon la plus automatisée possible, la plus simple possible. Le firewall, comment est-ce qu'on protège son firewall? Eh bien, si vous êtes nouveau, ça va vous surprendre, mais si vous êtes ancien, on a déjà eu cette conversation et vous pourrez retrouver des vidéos sur la chaîne YouTube de WatchGuard France. Il y a des bonnes pratiques de configuration qu'on va résumer par utiliser l'ordonnancement automatique, loguer tout, éviter au maximum les ensembles. Hein. Les ensembles sont une mauvaise façon de traiter le sujet de la sécurité. Et surtout, pas d'exception, et ça tombe bien, c'est tendance, hein, il faut parler de zéro trust. Eh ben, faites donc du zéro trust dans votre firewall. On n'ouvre pas des choses par défaut, on n'autorise pas des exceptions pour le chef d'entreprise, le DSI, le responsable informatique ou les techniciens. Ça, je vais pas revenir sur ce topic-là. En fait, on va un petit peu en parler quand même, mais le gros de ça, vous le retrouverez dans le replay sur la chaîne YouTube de WatchGuard France, dans les replays de webinaire. Donc ça, c'est fondamental. Si votre conf de firewall est pas bonne, on va pas se mentir, ça part pas très très bien quand même, cette histoire. Vous devez faire en sorte que les points de sortie soient les plus limités possibles, parce que c'est comme ça qu'on vous pirate, c'est avec ce qu'on peut faire sortir. Et les points d'entrée doivent être les plus limités possibles, et on va voir ça aussi un petit peu, parce que c'est l'objet des brutes force et de beaucoup d'attaques un peu massives, j'allais dire primaires, c'est pas un gros mot, des techniques qui sont simples et qu'on peut utiliser massivement. Pardon, café. Les incontournables, au-delà, une fois que votre conf de firewall est faite, l'inspection HTTPS, hein, je suis désolé, j'y reviens, mais à un moment, c'est un sujet qu'il va falloir saisir à bras le corps. Encore une fois, vous allez trouver des replays de webinaires sur la chaîne YouTube de WatchGuard France.
Mais c'est un vrai sujet et si je n'empêche pas correctement le pirate de rentrer, si au moins je peux l'empêcher d'exploiter ce qu'il aura fait parce que je vais correctement contrôler la sortie, c'est important. Le SSO, c'est un vrai outil d'amélioration globale. Pouvoir faire des règles de firewall basées sur des comptes, basées sur des groupes d'utilisateurs, c'est de la finesse, c'est du firewalling, c'est important. La géoloc, bah, on va en reparler rapidement, c'est quand même un très bon moyen de se protéger facilement. Et ThreatSync, parce que le XDR peut permettre à votre firewall de voir quelque part sa configuration améliorée, j'aime pas l'expression, mais étendue, disons, par le biais de l'IA dans le XDR de WatchGuard. Ce qu'on va voir en réalité aujourd'hui, c'est la façon de traiter ces sujets-là. Ça, c'est des choses qu'il faut traiter parce que c'est du firewalling. Et puis, bah, c'est les premières méthodes pour se protéger contre les brutes force. C'est un élément qui est hyper important. C'est ce qui va permettre de rendre votre firewall agressif. J'aime appeler ça le mode Chuck Norris, le mode où le firewall va commencer à rendre les coups un petit peu. Et c'est ce qu'on va faire avec ces options-là, notamment la dernière, le Block Failed Logins, qui est une nouveauté, une option relativement récente qui était apparue en 12.10.4. Le SSO, ça semble compliqué maintenant avec les failles découvertes récemment. Il y aura toujours des failles. En l'état, on n'utilise pas de NTLM. Donc, quoi qu'il arrive, le SSO, c'est des choses. Je vais récupérer une identité AD sur un serveur interne par un réseau interne. Ça reste de l'interne. Si je peux protéger tout ça proprement vis-à-vis de l'extérieur, de toute façon, c'est un must-have. Allez, c'est parti. Ça suffit le PowerPoint. Venons-en donc à deux, trois bricoles essentielles. Alors, le point de départ de notre discussion, puisque c'est une discussion, hein, vous avez voix au chapitre, c'est ceci, c'est la conf de base d'un firewall WatchGuard. Donc, c'est très permissif en sortie. Pardon, c'est très, très bloquant en entrée. L'idée, donc, en respectant les bonnes pratiques de sécurité, bah, c'est de transformer cette conf en quelque chose comme ceci. Voilà. Oups, c'était pas ça. Raté. Décidément, aujourd'hui, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, la différence fondamentale entre les deux, bah, c'est que j'ai appliqué mes bonnes pratiques de configuration. Lors de lancement automatique, les logs, j'ai réduit, je n'utilise dans la mesure du possible que des éléments locaux limités dans mes stratégies de firewall. Et ça, c'est le point de départ de tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le premier élément immédiat, facile, c'est la géoloc. La géoloc, c'est un service qui n'est pas parfait. Je ne pense pas qu'il existe des services qui le soient. C'est un service dans lequel on va pouvoir venir créer des actions, des composantes de géolocalisation basées sur les IP et qui va nous permettre de bloquer des pays avec lesquels on n'a pas forcément vocation à communiquer. Donc on pourrait parler du contexte géopolitique actuel, on pourrait imaginer tout un tas de cas de figure. Moi, ce que je constate, c'est que de toute façon, il y a des usages qui se limitent forcément à la France. Dans la plupart des cas de figure, dans la plupart des PME, même si c'est pas pour tout, il y a un certain nombre de services qui ne doivent être accessibles que depuis la France, la plupart du temps, et il y a des services qui ne sont utilisables que vers la France. On va prendre le cas classique d'une PME, je vois des noms là que je connais bien, euh, un certain nombre de vos salariés ne se connectent au quotidien que depuis la France. Parce que vos serveurs sont en France, vos sites sont en France, votre firewall est en France. Bah, du coup, c'est assez simple. Dans le quotidien, il n'est pas normal que ces services soient rendus accessibles depuis d'autres pays. C'est déjà une vulnérabilité. Peu importe ce qu'on pense des autres régions, c'est même pas un problème politique. C'est un problème de zéro trust. C'est un problème de firewalling. Si j'en ai pas besoin, eh ben, je le ferme. D'accord? Je coche tous mes pays. Je n'ai autorisé que la France. Ma carte, elle va ressembler à ça. C'est facile. Et c'est typiquement ce que moi, j'aurais tendance à faire sur le firewall de mon labo. D'accord? Et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir cette action France que je vais pouvoir venir appliquer sur ma stratégie de connexion VPN. Pardon, hop. J'allais dire c'est vendredi, non, même pas. Ici, je vais pouvoir dire que cette stratégie ne va accepter que des IP françaises. C'est pas parfait. D'accord? Et ça ne le sera jamais. Mais ça permet déjà de limiter le scope. Celui qui vous attaque, s'il est en Turkménistan du Sud et qu'il veut vous attaquer, bah, il est obligé de se trouver un proxy, un rebond, un n'importe quoi pour attaquer depuis une IP française. Alors, merci
de faire le commentaire parce que du coup, c'est fondé. On me dit, oui, mais si on se connecte en VPN pendant les vacances, c'est un peu relou de rester obligatoirement en France. C'est vrai, mais, parce qu'il y a toujours un mais. Première chose, gardez à l'esprit que vos usagers n'ont pas le droit de se connecter en VPN pendant les vacances. D'accord? Si on veut parler 2 secondes code du travail, le fait de laisser votre usager se connecter en VPN pendant les vacances, bah, quelque part, ça rend l'entreprise un peu coupable de travail dissimulé. Alors, il faudra en discuter avec un juriste, ce que je ne suis pas. Mais globalement, vous n'avez pas le droit. Par ailleurs, on a tous droit aux vacances. Même Monsieur R a besoin de vacances, d'accord? C'est une certitude. Donc, même quand on est une petite équipe, il faut essayer de se reposer un peu, c'est très important. Ceci dit, le traitement des vacances, même si c'est un faux problème, puisqu'on n'a pas le droit de se connecter, il pose le problème du déplacement ponctuel. Monsieur R, demain, il part en déplacement et il va rendre visite à un confrère en Suisse. D'accord? Et donc, bah, il se déplace pour le travail et depuis la Suisse, il a besoin de se connecter. Et ben, ponctuellement, ça veut dire que ponctuellement, on fait une demande de déplacement. On va pas se mentir, c'est comme ça qu'on fait dans n'importe quel grand groupe. Dans n'importe quel grand groupe, votre poste, votre affectation, c'est à Paris, 12 rue de machin dans le 14e. D'accord? C'est là que vous devez être d'un point de vue légal, d'un point de vue assurance, c'est là que vous devez être. Quand vous voulez aller sur un autre site, vous faites une demande de déplacement. Je sais, c'est moche, mais à un moment, si on veut pouvoir protéger nos firewalls, on ne peut pas se dire oui, mais si un jour je vais dans tel pays, ça ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est important. Par ailleurs, on pourrait aussi avoir, là pour le VPN, c'est quelque chose qui est accessible de l'extérieur. Et pour le coup, c'est notre sujet du jour. C'est quand même le type de plateforme qui est brute forcée fréquemment parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilités constructeurs. Mais c'est pas le seul cas d'usage. Je pourrais aussi, moi, me dire que, de façon générale, mes usages doivent être limités. Alors, c'est typiquement, moi, le genre de config que je fais. Pour mon usage personnel et professionnel, je fais quelque chose comme ceci. Moi, je fais les géolocs. Hop, je me fais un géo et ce sont mes usages normaux. Mes usages normaux, quels sont-ils? Bah, globalement, je communique peu en Europe en dehors de la France. Okay, je communique peu avec l'Asie. Je communique avec une partie de l'Amérique du Nord, une petite partie de l'Amérique du Nord, ne serait-ce que parce qu'il y a Google. Coucou Google. Je ne communique a priori pas avec l'Amérique du Sud, je ne communique pas avec l'Océanie, et puis je ne communique pas avec l'Afrique, etc. Donc je pars de ce constat-là. Et puis quand je regarde cette carte, je m'aperçois que, bah, en vrai, il y a quand même des pays francophones autour de moi, donc il peut m'arriver de travailler avec ces pays-là. J'échange parfois avec des collègues qui sont là. Je peux travailler avec certains pays, pardon, du nord de l'Afrique. D'accord? Ça peut m'arriver. Donc, je peux être amené à échanger avec eux ou à me connecter à un firewall ou ce type de choses. D'accord? Si on regarde 2 secondes de l'autre côté de l'Atlantique, bah, je pourrais imaginer avoir besoin de communiquer avec, alors peut-être pas Cuba, je sais pas où, mais on va dire avec une ou deux destinations. De toute façon, les États-Unis, et puis nos frères canadiens, hein, avec qui j'échange pas mal. Et au final, mes usages au quotidien, bah, c'est ça. Vous pouvez ajouter les Irlandes, pardon, et la Grande-Bretagne parce que certains services y sont hébergés, la Scandinavie parce qu'on peut y avoir certaines choses, et en vrai, l'utilisateur lambda dans son quotidien. Sa carte dans une PME, elle ressemble à ça. On pourrait rajouter le Japon puisque je crois que Microsoft y a toujours des systèmes de télémétrie, admettons. Et en vrai, ça pourrait devenir le point de départ d'un ensemble de flux sur lesquels je pourrais venir imposer une limitation de pays. Alors, ce ne serait qu'un premier jet. D'accord? Parce que à la fin, je vais m'apercevoir que j'ai un élément, un service peut-être, je sais pas moi, de vidéosurveillance, de téléchargement de musique ou peu importe qui est dans un autre pays. Et du coup, je pourrais venir l'ajouter sur un service spécifique, sur une stratégie de firewall spécifique. Rappelez-vous qu'une une bonne configuration de firewall, c'est pas forcément une conf avec beaucoup de règles. Mais si vous en avez trop peu, c'est quand même peut-être pas tout à fait bon signe. Alors, pardon, je fais 2 secondes une pause pour regarder les questions et les commentaires. Feld, géologue, bla. Alors effectivement, la géologue était très efficace sur le portail SSL qui n'existe plus depuis qu'on est passé en version 12.11 qui est sorti il y a pratiquement une semaine, je crois. Le portail de géologue, le portail SSL WatchGuard avait assez peu de
vulnérabilité connue à ce jour, ça aurait pu venir, mais au regard du grand nombre d'attaques sur les portails en général et sur les portails SSL de nos confrères en particulier, bah, il a été décidé de le retirer parce que le cas d'usage était limité. Puisque c'est une question qui vient souvent, pour rappel, si vous voulez récupérer le fichier OpenVPN, vous allez faire ça. Pardon. C'est une question à laquelle j'ai répondu plusieurs fois cette semaine. Vous allez venir ici faire le download profile. Le profile, c'est le profil OpenVPN. D'accord? Donc effectivement, ce portail a disparu. On a parlé de la problématique des vacances de Monsieur R. Bonjour, il est strictement impossible de savoir si tel ou tel service utilise un serveur à l'international. Alors, oui et non. Dans le cadre d'Office 365, par exemple, c'est plus compliqué. Maintenant, en réalité, si la configuration de votre Office 365 est un tant soit peu propre, les serveurs que vous allez utiliser, à vérifier avec un expert Microsoft, ce que je ne suis pas, normalement, vous allez avoir des serveurs qui vont être en Europe de l'Ouest, typiquement France, Irlande, Allemagne, etc. Donc, quoi qu'il arrive, on va revenir à de la mathématique de base. Hein. Si je peux limiter l'accès à 10 pays, bah, c'est moins que 160. Okay, tout ce que je peux limiter, c'est de toute façon un gain. Et effectivement, comme de toute façon, j'aurais intérêt à avoir une stratégie Office 365, Google Workspace ou ce que vous voulez, bah, j'aurais ma stratégie HTTPS pour cet usage spécifique conditionnée à des hosts, à des FQDN dans ma destination. Et à ce moment-là, je me rajouterai une géologue spécifique pour ouvrir un peu plus, ouvrir des éléments différents. Mais en grande majorité, regardez, vos usages sont quand même excessivement centrés. J'ai mis France pour le VPN, mais ma box passait par les États-Unis et m'a bloqué. Bizarre. Très étrange. À rediscuter dans le détail. Est-ce que je recommande de décocher le Enable Deny page sur les stratégies? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que oui, moins on en dit à l'attaquant, mieux c'est. Est-ce que c'est vital? Dans la mesure où au maximum, on va essayer de déclencher des bannissements, en vrai, ça devrait sur le long terme avoir, sur le moyen et long terme, assez peu comment dire, d'intérêt, de profondeur, etc. Donc oui, si on peut le retirer, c'est toujours mieux. Ça complique un peu vos diagnostics, mais après, il y a les logs du firewall, donc normalement, on s'en sort. La géologue, c'est donc un élément clé. D'accord? Quoi qu'il arrive, quel que soit le camp dans lequel vous êtes dans les conflits internationaux, bloquer les deux parties en conflit, quel que soit le conflit dont on parle, de toute façon, vous allez vous éviter pas mal de bricoles. En plus, c'est pas pour être désagréable, mais il y a quand même un certain nombre de pays qui ont globalement assez mauvaise réputation d'un point de vue piratage. Il y a énormément d'attaques dans certains pays d'Afrique. Un certain nombre de pays de l'ancien bloc soviétique ont des comportements parfois un peu légers, notamment dans les échanges avec Interpol, etc. Donc, si vous n'en avez pas besoin, bloquez ces choses-là. Notez quand même que si d'aventure vous aviez un antivirus Kaspersky, on pourrait très bien imaginer bloquer systématiquement la Russie, mais dans la stratégie de firewall qui autoriserait l'update de votre antivirus Kaspersky, eh bien à ce moment-là, bloquer quand même la Russie et dans les exceptions, venir renseigner les IP. Vous allez facilement trouver ce type de KB et de pouvoir interdire tout un pays et n'autoriser que certaines IP parce qu'on a besoin des mises à jour, des antivirus, des OS, etc. etc., etc., etc. Okay, sur les règles où on filtre déjà sur des IP publiques en entrée, cela a-t-il un intérêt de mettre en place la géologue? Probablement pas. La question de Monsieur R, elle est relative à ça. Si je dis que mon VPN SSL n'est connectable que depuis telle IP, est-ce que je mets une géologue quand même? Bah, je dirais que ça coûte pas, ça n'a pas d'impact CPU, mettez-la quand même, ça évitera qu'un jour par erreur on vienne mettre une IP, ça fait un garde-fou. Est-ce que c'est fondamental? Non. En réalité, non, ça n'a pas. S'il n'y a qu'une seule IP, non, c'est pas très méchant. Mais c'est un bon garde-fou, j'aime bien. Ensuite, une fois qu'on aura traité de la géologue et donc qu'on aura pu affiner, vous avez vu, je crée mes différentes politiques de géologue, je les applique en mode Lego sur mes différents objets. Voilà. Je vais obtenir une limitation géographique de premier niveau. Déjà, ça veut dire que avec un truc comme ça, l'IP russe qui a spammé tout le monde là de brute force pendant un mois et demi, bah déjà chez vous elle rentre pas. Elle peut essayer, elle va générer du trafic.
D'accord? Mais de toute façon, on ne va pas y répondre. Donc, même s'il y avait une vulnérabilité constructeur, de toute façon, on aurait bloqué. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ThreadSync, il faut qu'on en parle. Votre firewall, par défaut, une requête non traitable, il ne la traite pas, il la drop, il n'y répond pas. Okay, mais un attaquant qui ferait un scan de port, par exemple, eh ben, il va essayer le port 1, puis le port 2, puis le port 3, etc., etc. Il va toutes les essayer pour voir si quelque chose répond. Et à chaque fois, je rejette la connexion, mais je lui laisse une chance de tomber sur le port 5389 que vous auriez utilisé pour votre accès terminal serveur direct. On ne fait jamais ça. J'en parle parce que ça existe, mais on ne le fait pas. D'accord? L'idée, ce serait de pouvoir bannir automatiquement. Et pour ça, ThreadSync est rigolo, puisque dans ma console, pour rappel, ThreadSync, il est là, hein, configuré ThreadSync, je vais pouvoir, à partir du moment où j'ai accepté mes produits de sécurité, un ou plusieurs firewalls, un ou plusieurs EDR, peu importe, voilà, ici j'ai mes firewalls, je vais pouvoir, dans mes stratégies d'automatisation, créer une règle d'action pour mes firewalls en disant sobrement, il veut bien charger, il va arriver tout de suite, quel que soit le niveau de risque de 1 à 10, j'imagine que tout le monde est en phase avec le scoring de ThreadSync, quel que soit le type d'événement de sécurité, en fait. Tiens, spoiler, il y a une bêta concernant Hotpoint. Et ben en vrai, moi je vais demander au système de bloquer les IP. D'accord? Et ben qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que une IP qui tente quelque chose et qui obtient un score de menace, même faible, le firewall refuse cette connexion-là et le XDR va lui imposer de bannir toute future communication avec cette IP. Alors, le résultat, c'est quoi? Ben, c'est qu'un attaquant qui commencerait bêtement par un scan de port, hein, voilà, le scan, il est là, et ben si je le bloque là, bonne chance pour refaire quelque chose. Alors les pirates sont des petits malins, ils vont essayer de contourner, etc., etc. Mais on vient de faire un pas en avant, on vient de leur compliquer la vie, on vient peut-être déjà de leur donner envie de s'attaquer, pardon, à quelqu'un d'autre qui sera moins bien protégé que vous. Donc ça, c'est déjà une plus-value. Pensez au fait que le XDR, il marche dès le produit unitaire. On n'étend pas, mais on ajoute des choses. L'IA, la plateforme va pouvoir rajouter des actions. Donc ça, c'est important, c'est facile. Et sur le firewall, le risque est quand même assez limité. Donc je vous encourage vivement à mettre ça en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça va être l'objet de nos nouveautés, mais pas que. Il y a des fonctionnalités dans le firewall qui sont là pour le rendre agressif. Alors, j'ai toujours dit, prenez le temps de construire vos confs pour éviter de vous couper les pattes, etc., etc. Mais vu l'augmentation des débits des réseaux et vu l'ampleur des attaques de ces derniers temps, je ne peux que vous conseiller de changer votre fusil d'épaule. Il va falloir se montrer beaucoup plus agressif dans vos firewalls parce que peut-être que certains d'entre vous ne vont pas assez vite dans l'évolution. Alors je sais, c'est pas de votre faute, vous avez beaucoup de taf, vous êtes appelé au four et au moulin, mais à un moment, il va falloir que ça bouge parce que sinon, celui qui va prendre le contrôle, ce sera le pirate. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez m'en vouloir. Alors qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans le Chuck Norris mode? Bisous Chuck. Je vais venir ici dans Default Threat Protection, Default Packet Handling. Je suis désolé, mes interfaces sont en anglais, mais c'est comme ça, vous savez que vous pouvez les mettre en français. Et je vais venir faire ça. Autoblock source IP of unhandled external packet. Pour ceux qui ne seraient pas encore au point, les unhandled external packets, ce sont les refus natifs, les refus par défaut du firewall, puisque comme c'est un firewall, tout ce qui n'est pas autorisé est refusé. Et donc ici, j'ai tout ce qui tombe dans l'une de ces stratégies par défaut qui s'appelle unhandled external packet. Vulgairement, tout ce qui n'est pas déjà autorisé, tout ce que le firewall ne sait pas traiter et venant de l'extérieur va être un unhandled external packet. L'idée ici, c'est donc de pouvoir faire en sorte que, à partir du moment où je valide ça, toute requête émanant d'une IP publique, je ne sais pas qui t'es toi, mais je ne suis pas d'accord, hop, une IP russe, comme c'est surprenant, dites donc. Je n'ai rien contre les Russes. Cette IP-là tente une connexion sur un port dont je ne sais rien, que je n'ai pas autorisé, que je ne veux pas voir. Eh bien, grâce à cette option-là, l'IP va se retrouver bloquée
banni, d'accord, pour un certain temps qu'on va voir après. Et donc, toute nouvelle connexion sera rendue impossible. Là, ça commence à être du sérieux. Le problème de ça, c'est que si vous n'avez pas mis un certain nombre de choses au propre concernant la maintenance à distance, les accès distants de secours, etc., on va pas se mentir, vous risquez de vous foutre dehors tout seul. Okay, mais on va en revenir parce que ça, c'est très intéressant, c'est très important et ça donne d'excellents résultats. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, toujours dans Default Threat Protection, dans Blocked Sites. Et dans les Blocked Sites, je peux ici importer des listes d'éléments à bannir. C'est pas forcément toujours très pertinent. Et puis, ça alourdit vachement la conf du firewall pour pas grand-chose. Je peux ici mettre des exceptions. Rappelez-vous, règle numéro 4. Hop, je vais la réafficher parce que j'aime bien insister. Je suis connu pour être un peu lourd. Règle numéro 4, pas d'exception. Toute whitelist est une vulnérabilité. Okay, donc, ici, on pourrait imaginer temporairement que vous veniez mettre l'IP du bureau pour ceux d'entre vous qui sont des prestataires de services, ou peut-être l'IP d'une machine de repli dans un data center, un endroit un peu protégé. Ce serait le secours pour les cas de oulala, quand ça va pas, d'accord? De faire en sorte que du coup, cette adresse-là ne puisse jamais être bloquée. Okay, maintenant, ça, c'est dangereux. Vous me faites plaisir si vous mettez une de ces adresses pour assurer votre repli le temps de le faire. Vous allez retirer ça à court terme. Ça ne doit pas rester. Oh, il n'existe pas d'éditeur de confiance. Il n'existe pas de site de confiance. D'accord? C'est très important. Pardon, pose question 2 secondes. Bonjour Monsieur J. J'ai déjà eu des PC externes qui envoyaient des requêtes DNS lors de l'ouverture du VPN, ce qui bloque la machine avec l'autobloc. C'est vrai. C'est vrai, ça fait partie des choses qu'il faut savoir anticiper. Il y a le cas du VPN, il y a le cas du RDP aussi. Vous pouvez l'essayer d'ailleurs vous-même, c'est un peu rigolo. Le RDP se connecte, le client RDP Microsoft se connecte en TCP 3389 et une fois connecté, il va essayer de négocier l'accès en UDP. Donc vous regardez une connexion RDP depuis l'extérieur, vous allez voir plein de TCP et une tentative UDP. Si vous êtes en mode bloc, cette tentative UDP va déclencher le bannissement. Vous allez vous faire jeter de votre propre TCP. D'accord? Donc prudence, c'est pour ça que je vous préviens avant. Surtout quand c'est l'IP1 d'un site distant. Mais oui, mais vous et moi, Monsieur J, on sait très bien que je ne suis pas quelqu'un qu'il faut prendre au pied de la lettre parce que je suis un peu trop agressif. Bref, ça peut être un moyen de démarrer ça et du coup vous assurer de ne pas vous couper les pattes. Mais ça ne doit pas rester sur le long terme, c'est une vulnérabilité. Ensuite, il y a le délai d'autobloc. Ce délai d'autobloc, il est important. Par défaut, lorsqu'on déclenche un bannissement dans le firewall, et vous pouvez l'essayer simplement en faisant un clic droit sur une IP et puis de faire block site, la durée par défaut, c'est celle-ci, 20 minutes. Okay, sur des phases de test, si vous voulez voir un petit peu le comportement, 20 minutes, c'est rigolo parce que si vous faites une bêtise, si vous bannissez votre IP, quoi qu'il arrive, au bout de 20 minutes, vous allez récupérer l'accès. Okay, mais idéalement, ce temps-là, on va le monter et il est limité à 99 999 minutes, ce qui fait pas loin de 80 jours, ce qui ralentit quand même pas mal les ardeurs de nos copains les pirates. Ça repousse pas mal l'échéance. Donc ça, c'est les éléments à configurer. Au départ, pas trop de temps, le temps de tester, et puis après, mettez cette durée d'expiration à une valeur beaucoup plus élevée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir toujours dans Default Threat Protection, dans les Blocked Ports. Dans les Blocked Ports, vous avez des ports communément assez peu utilisés qui sont bloqués par défaut, qui sont rejetés par défaut. Une tentative de connexion sur un de ces ports-là va être refusée. On peut se montrer plus agressif et déclencher le bannissement d'une connexion. D'accord? Pardon, question, on peut débloquer les IP depuis le FSM si besoin. Alors, vous pouvez débloquer. C'est une bonne question. Pardon, je fais une pause, je reviens. J'ai une IP qui a été bannie par mon firewall. Donc, vous allez voir, moi, des IP, j'en ai quelques-unes qui sont bannies. Pardon, c'est pas là. Blocked site. Je découvre un petit peu WatchGuard, vous m'en voulez pas. Je vais augmenter le délai de refresh, ça évitera des refreshs trop importants et que ça vienne empiéter sur
la vidéoconférence. Mais en gros, les IP qui vont être bloqués vont venir là-dedans. Et vous voyez, elles ont une durée d'expiration. Okay, je peux effectivement, si je peux accéder au firewall, sélectionner une IP, faire delete, d'accord, et la retirer de cette liste. Si elle n'est plus dans cette liste, elle n'est plus bloquée. Mais ça implique que je puisse accéder à mon firewall. Donc, si je suis en local, bien entendu, j'ai mon accès réseau local, je peux débloquer. Oui, mais si je suis à distance, d'accord, si, comme pour certains d'entre vous, on parle du firewall qui est dans le data center et que l'IP que vous avez fait bannir dans le data center, c'est l'IP de votre bureau, bah, pour aller faire du Firebox System Manager, c'est plus chaud. Donc, prudence, et c'est pour ça que je vous disais, sur les premiers temps, peut-être utiliser une exception, même si sur le long terme, je ne veux pas voir ces exceptions traîner dans vos configs. Je vous préviens, je vais vérifier. Bref, je reviens sur ces ports-là. Ils sont assez peu communément utilisés. Vérifiez qu'ils ne le sont pas, effectivement. Et là, on pourra déclencher le bannissement des adresses qui essayent de passer par ces ports. Maintenant, il y a beaucoup de ports que vous n'utilisez pas en entreprise. D'accord? Si je prends n'importe laquelle d'entre vous dans cette liste, la majorité d'entre vous n'utilisent pas de SSH. Okay, oui, je sais, vous l'utilisez, mais les autres pas. Okay, eh ben, le SSH, c'est quelque chose qui est très fréquemment attaqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vulnérabilité, l'attaque qui a eu lieu sur le module XZ sous Linux, sous Debian. Je vous recommande de chercher XZ dans YouTube. Vous allez voir, il y a une attaque qui est ahurissante. Et la finalité, par exemple, c'est l'usage du SSH. Eh bien, si ici, je venais systématiquement bannir le port 22, qui est très utilisé par les pirates, mais en général pas utilisé dans les usages normaux d'une PME, ben, ça voudrait dire, oui c'est ça, je parle de cette vidéo-là, bannir ce port-là qui est fréquemment attaqué, que vous n'utilisez pas, ou typiquement le 3389, que vous n'êtes pas censé utiliser directement depuis l'extérieur, s'il vous plaît, eh ben, ça veut dire que quand l'attaquant va essayer ça, il va tomber dans notre piège à nous. Et on va bannir son IP et on va le rejeter. Et quoi qu'il tente après, même avec une vulnérabilité constructeur, il ne pourra plus passer. D'accord? Donc ça, c'est un bon moyen. Alors, il ne s'agit pas de lister 1 milliard de ports, mais les plus fréquents, ceux sur lesquels vous voyez une attaque rigolote qui ne vous concerne pas. D'accord? Le SSH, vous voyez la vidéo sur XZ. OK? Du SSH, vous n'en faites pas. Personne n'en fait légitimement avec vous. OK, je bloque le 22. D'accord? Ça, c'est des choses qui peuvent permettre de mettre un bon petit coup de boost. Vous n'avez pas de Centrex chez vous, vous n'avez pas de Gateway SIP ou ce type de choses, peut-être que vous pouvez faire ça sur du SIP aussi. Ça va permettre de durcir fortement votre sécurité. Ensuite, on va venir plus spécifiquement sur le cas du brute force, puisque c'était le sujet de départ. Maintenant qu'on a bien fait le tour de ce Default Threat Protection pour activer le Chuck Norris Mode, je sais, c'est excessif, mais comme tout ce que je fais, on va venir dans la partie authentification, Authentication Settings, et depuis la 12.10.4, vous avez ceci. Alors faites attention à la version, puisque dans les premières 12.10.4, il y a eu 2 updates, Update 1 et Update 2. Donc dans les 3 versions qu'il y a eu, les 2 premières pouvaient avoir des défauts de fonctionnement. Donc assurez-vous, si vous êtes en 12.10.4, ce qui est légitime, d'être en 12.10.4 Update 2, s'il vous plaît. Je ne me rappelle pas le numéro de version, mais je suis sûr que vous savez le trouver dans software.watchguard.com. Ce truc-là, il est tout simple. Je veux bloquer des adresses qui auraient des échecs successifs d'authentification. Pardon, je reviens, les ports sont bloqués uniquement dans les flux entrants, non dans les flux sortants aussi. L'idée ici, c'est de dire que si un certain nombre d'échecs se produisent sur une période de temps, alors je vais déclencher un blocage, d'accord, un bannissement. Ça, c'est intéressant parce que vous avez des attaques par brute force où le pirate va essayer 40 comptes en 20 secondes, d'accord? C'est assez facile à identifier, mais parfois le pirate est bien plus sournois et va aller faire des tentatives, pardon, ça c'est un peu trop, alors on va dire, 180. Le pirate pourrait essayer d'être plus discret, d'échapper à ces seuils de détection, comme on pourrait le faire avec un scan de port d'ailleurs, et du coup, au lieu d'essayer très vite, il pourrait essayer d'essayer très lentement. Et donc, je pourrais ici dire que si j'ai plus de 3 échecs successifs, donc 4 échecs successifs au total, au cours des 180 dernières minutes, qu'ils interviennent au cours des 180
ou au cours des 2 premières, peu importe, alors je vais déclencher un blocage de l'IP. Okay, mon blocage ici est limité en temps, notamment parce que malheureusement, vos utilisateurs sont susceptibles de commettre des erreurs. Donc, on veut essayer de se montrer pas trop agressif. Toujours est-il que ça va quand même limiter la capacité d'action et d'attaque de nos pirates. Ça, c'est facile à mettre en place. J'aurais tendance d'abord à vous mettre en garde sur le nombre de blocages. Je trouve que 10 par défaut, c'est un peu trop. D'accord ? 5 pourrait être un bon premier seuil, surtout si vous avez des usagers qui ne sont pas toujours très attentifs ou pas toujours très bien formés. Si vos utilisateurs sont au top de la topitude, alors là, hop, au 3e échec, blocage, et là, on est pas mal, une durée un peu longue, un blocage long, et là, on va commencer à faire des choses marrantes. 5, 60, 24, c'est un bon état de démarrage, effectivement. Voilà. Comme ça permet déjà de faire des choses sans trop de risques d'erreur de la part de l'utilisateur. Mais si vous pouvez aller plus loin, clairement, moi, je ferai ça. Hop, 180, 120. Et ce sera un peu plus rigolo. Alors, à noter que dans la 12.11 qui est sortie la semaine dernière, le block fail login est activé par défaut dans ses valeurs par défaut qui sont donc 10, 60, 24. Et 10 échecs successifs, il est temps de former vos utilisateurs. Quand des utilisateurs, coucou Monsieur B, quand des utilisateurs utilisent le client OpenVPN, notamment pour Mac, avec de LoadPoint, ça en fait des conditions, ils tentent de se connecter en permanence, même ce que leur PC est en veille. J'ai une réponse qui n'est pas politiquement correcte. J'ai envie de te dire, il pourrait avoir un PC. Je ne savais pas qu'OpenVPN sur Mac faisait ça. En même temps, il n'y a que toi pour nous trouver des trucs comme ça. Je ne sais pas, il faudrait regarder si c'est pas lié à une version d'OpenVPN. Et oui, effectivement, je peux comprendre que dans ce cas particulier, ce soit un problème. Je n'ai pas de solution. J'ai tendance à vouloir dire que bannir le brute force est plus important. D'un autre côté, si, du coup, ils essaient de se connecter avec Hotpoint et il n'y a pas la validation. Effectivement. Alors, on dit sur Mac utiliser TunnelBleak. J'imagine que c'est une alternative à OpenVPN. Merci du conseil. Donc, Monsieur B, sur les conseils de Monsieur D, essaye TunnelBleak. Peut-être que c'est la solution. C'est celui qu'ils utilisent. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Si ton client est dans ce cas-là, soit il ne laisse pas son Mac en veille, soit il retire la protection de l'ensemble de l'infrastructure, auquel cas ma réponse est toute faite. D'accord ? Si c'est pour un Mac, il ne met pas son Mac en veille parce que c'est une mise en péril de l'infrastructure. Il l'éteint, son Mac. Mais merci de le signaler, effectivement, tu as raison, je ne connaissais pas ce coup-là. J'ai un Mac à côté de moi, je l'allume pas souvent, mais peut-être que je vais essayer aussi pour voir si peut-être c'est version dépendant. Donc, nota bene, faites attention avec les Macs, mettez-les en veille parce que sinon l'OpenVPN spam. Donc ça, c'est une nouveauté, donc c'est actif nativement dans la 12.11. Nouveauté de la 12.11, effectivement, ça prend en charge les refus du MFA. Donc le fait d'avoir un refus dans le MFA, même si le login et le mot de passe sont bons, ça va compter dans les failed login et effectivement, ça nous fait retomber sur le cas ici évoqué par B. Est-ce que ces options sont également paramétrables en gestion cloud des firewalls? Alors, je suis un peu léger, il faut que je cherche, mais il me semble que oui, il me semble que la même fonctionnalité est portée dans la gestion cloud des firewalls. Je dois dire que ce n'est pas une question qu'on me pose très souvent, mais il me semble que oui. Donc ça, c'est un point important de la protection. L'idée, c'est qu'avec ça, entre une config un tant soit peu correct du firewall, même si ce n'est pas la plus agressive, les 3 options qu'on vient de voir liées au traitement des requêtes illégitimes, non anticipées, le blocage des logins, sans même parler de MFA, on a déjà ici un durcissement des configurations et un rejet plus systématique des éléments. Je suis obligé d'accepter l'idée que la géoloc sur certains points d'entrée, effectivement, c'est contraignant, je pense notamment au VPN, mais pas que, quand vous avez un serveur de messagerie. Gardez à l'esprit que le quotidien de votre utilisateur, beaucoup de PME, il est censé se situer en France. J'autorise l'accès à l'OWA si vous avez encore un exchange ou équivalent
que depuis des IP françaises. Et non, votre utilisateur, il n'est pas censé travailler quand il est en vacances. On a tous besoin de se ressourcer et de se reposer. Et puis, ça pose des problèmes de sécurité. Sur vos serveurs de messagerie, gardez à l'esprit que vos flux de messagerie, strictement, SMTP notamment, sont très différents de vos flux clients, typiquement webmail, client de messagerie. Donc, vous pourriez avoir énormément de pays accessibles via le SMTP, et en l'occurrence pas tous. La plupart des serveurs de messagerie hébergés en Russie ne vous concernent probablement pas. Et tout ça, ça va vous permettre de durcir fortement votre config. Globalement, c'est l'ensemble des éléments que je voulais aborder avec vous. On pourrait parler un petit peu de MFA. Normalement, tous les gens que j'ai vus là sont au fait de ce qu'est le MFA, de ce qu'il peut faire. On l'a évoqué rapidement, l'intégration du MFA au XDR à ThreatSync est en bêta. Vous pouvez normalement le rejoindre et on va gagner des capacités de blocage d'utilisateurs sur certains événements. C'est pas encore terminé, hein. Je crois que la release est prévue pour fin décembre. Je suis pas tout à fait sûr de la date. Ne m'en veuillez pas, pour cette approximation. Mais ça aussi, c'est de l'amélioration de config. Alors, ça parle beaucoup de Mac. Vous avez tous envie de me fâcher. J'ai pas envie de parler de Mac aujourd'hui. Je passais une bonne journée. Pour Mac, il y a eu IKE qui marche sur Mac, effectivement, dans pas mal de releases. Pour répondre à la question, il est possible de faire un clic droit sur l'appli, notamment OpenVPN. Ah, on peut faire un clic droit sur OpenVPN et cocher la case empêcher AppNap. Ah oui, empêcher la mise en veille. Alors du coup, je ne sais pas si empêcher la mise en veille de l'appli réglerait le problème évoqué, mais il y a peut-être une piste à creuser ici, effectivement. Pour le coup, je suis vraiment pas bon en Mac. Il ne faut pas m'en vouloir, ça ne m'intéresse pas trop au quotidien. Je pense que c'est à peu près tout. Alors, revenez aux fondamentaux. L'inspection HTTPS, je l'ai proposé des milliards de fois. Si vous voulez un coup de main pour activer l'inspection HTTPS chez vous, je peux vous aider. On peut parler de l'inspection HTTPS chez vos clients. Je suis là aussi pour ça. Nous sommes là aussi pour ça, même si Alex n'est pas là. Je vais m'engager pour lui. Hein. Au pire, il m'en voudra. J'ai pas plus d'éléments à vous donner. Normalement, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre en réalité à la plupart des problématiques courantes. En appliquant bien ces préceptes-là, vous devriez pouvoir vous lever le matin et vous dire que la nouvelle attaque qui apparaît, en fait, vous la traitez déjà en grande partie dans le firewall. Ça a plus le filtrage web, bien entendu, qui est mon chouchou, je n'y reviens pas. Votre firewall est un marbre qui n'a pas vocation à être déplacé toutes les 4 secondes. Hein. On déplace pas les fondations d'une maison, mais qui est censé pouvoir répondre à la plupart des problématiques de façon native. D'accord ? Pensez Zero Trust, c'est à ça que sert un firewall. Du coup, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, les premiers départs s'amorcent. Alors, on peut effectivement se rappeler ensuite pour parler DDoS. On va l'évoquer 2 secondes. Le DDoS, donc Distributed Denial of Service, pardon pour l'accent anglais, le mauvais accent anglais, en l'occurrence l'accent français pour le coup, c'est le fait d'avoir une attaque qui est distribuée, donc un attaquant qui essaye depuis plein d'endroits. Quand vous avez un attaquant qui utilise 80 connexions Internet différentes pour saturer votre liaison, le firewall ne peut pas y faire grand-chose. C'est trop tard. D'accord ? Oui, on peut se rappeler après, bien entendu. Je te laisse me rappeler après. Mais de façon générale, le firewall n'est pas le bon outil pour se protéger contre un DDoS. Il faut essayer de le bloquer en amont. Gardez toujours à l'esprit, j'imagine que tout le monde a regardé The Walking Dead, ou presque, quand vous avez une marée de zombies qui encerclent la maison, ils ne peuvent pas rentrer parce que les murs sont hauts, mais vous ne pouvez quand même pas sortir. Donc oui, avec plaisir, Monsieur J. Le DDoS, c'est une problématique qu'il faut essayer de traiter autrement. On peut essayer de rejeter certaines choses, mais à la fin, quand la liaison est saturée, la liaison est saturée et le pirate gagne, entre guillemets, pour une certaine période de temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente journée. Des questions viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter, france@watchguard.com si vous ne savez pas qui joindre. Mon adresse, jeremy.schram@watchguard.com, l'adresse email des avant-ventes, se-france@watchguard.com. On tâchera de vous répondre le mieux possible, le plus vite possible et de pouvoir vous aider. Et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de WatchGuard France. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, protégez-vous bien et à très bientôt.